62 Pulsations, le podcast du Pas-de-Calais. Partez à la rencontre de ceux qui font battre le cœur du 62. Bonjour. Bonjour Monsieur Magnier. Enchanté. Merci. Donc aussi, on est au CER de Blandec. Au CER de Blandec, tout à fait. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, on vient vous rencontrer aujourd'hui pour parler un petit peu des inondations et faire le point après tout ce qui vient de se passer dans le secteur depuis le début du mois de novembre. Donc est-ce que déjà vous pourriez peut-être nous présenter un petit peu le CER, qu'est-ce qu'un CER? Et après on peut peut-être faire un petit peu le point sur les inondations et voir ensemble ce qui s'est passé. Alors dites-nous. Alors le CER de Blandec, donc situé à Blandec, est en charge de 200 km de routes départementales réparties sur une quinzaine de communes. Il est constitué de 11 agents et de chefs d'équipe sous l'autorité d'un responsable d'unité mobilité et route. Vous êtes du coup le directeur vous êtes le responsable de ce CER. Ouais, tout à fait. CER, c'est Centre d'exploitation routier. Exactement, ouais, tout à fait. Donc on a en charge l'entretien régalien de nos voiries, que ce soit l'entretien de l'assignation police, directionnelle, nos dépendances, les chaussées. Donc vous avez énormément de missions en fait au niveau de l'entretien justement des routes départementales. Alors quel est votre rôle dans des épisodes comme les inondations en fait? On intervient déjà relationnellement avec les différentes collectivités et les élus des différentes communes, parce qu'il y a différentes sollicitations, doléances qui vous arrivent un petit peu de partout. C'est un peu dans l'urgence. Voilà, en fait. tout à fait. On est dans la situation. Voilà, tout à fait. On est vite mis dans le vif du sujet. Les collectivités et les élus, on voit la situation se dégrader dans leur commune et nous sollicitent pour la mise en place de dispositifs de signalisation temporaire pour sécuriser les routes, voir ce que l'on peut faire dans l'urgence en termes d'entretien, si on peut aller déboucher une traversée hydraulique, si on peut donner peut-être quelques coups de pelle au niveau d'un fossé pour améliorer l'écoulement. L'écoulement, donc ça c'est vraiment tout de suite. Au début des premières pluies, quand on voit que malheureusement les conditions météorologiques vont continuer à se dégrader et qu'on sait qu'on s'en va vers des difficultés. Voilà, on essaie déjà de parer à l'urgence. Notre mission principale est bien de sécuriser les routes en mettant l'assignation temporaire adéquate en place. C'est la première fois que vous viviez, vous êtes depuis combien de temps au CER du coup Alors, CER de Blandec, j'y suis depuis 4 ans maintenant, avec un poste précédent au CER d'Aire-sur-Lys, toujours sur le territoire de l'Audomarois. Et dans votre carrière, est-ce que vous aviez du coup justement vécu ce type d'inondation? Pas de phénomène de telle ampleur. D'accord. D'après des collègues avec qui j'ai échangé sur un précédent poste, parce que moi je viens des voies navigables de France, donc à l'époque je gérais aussi les différents canaux, et le marais Audomarois. C'est une crue, ce sont 2 crues qu'on n'a pas vues depuis 2001-2002 et qui à l'époque, c'est-à-dire considérées comme historiques, mais celles qu'on vient de vivre en novembre et janvier sont au-dessus de ce qu'on a vécu en 2001-2002. Et comment on s'y prépare en fait? Vous avez, je suppose, peut-être une formation sur ça, mais après dans les faits, en fait, comment on se prépare à ce type de phénomène climatique? Oui, de toute façon, on est prêt. Je veux dire, le personnel est formé en poste de signalisation d'urgence ou la conduite de pelle, etc. Enfin, tout ça, on est formé. De toute façon, aussi, nous avons en permanence des équipes qui sont dédiées à l'astreinte veille qualifiée et veille hivernale. Donc là, en l'occurrence, pour les 2 périodes d'inondation, ça a fait partie de notre contexte de sécurité veille qualifiée. Donc on est prêt, je veux dire, à être confronté à ce genre de situation. Lorsque vous intervenez sur tout type d'intervention veille qualifiée, que ce soit des accidents, ramassage de déchets ou autre, c'est tellement divers et varié nos sorties de veille qualifiée que
Bon, je veux dire, on n'a pas été affolé devant les situations qu'on a vécues. Ok. Hein. Après, est-ce que vous avez justement certaines personnes de vos équipes qui ont été touchées eux-mêmes par les inondations, et comment du coup vous gérez ça quand notamment quand l'aspect personnel prend le pas aussi sur le travail, et qu'il faut aussi gérer du coup les astreintes de chacun et ces problématiques-là. Est-ce que vous avez été concerné du coup dans ce cadre-là? Ah oui, j'ai eu quelques collègues qui ont été concernés, qui ont été impactés personnellement sur leurs biens privés. Bon là après on essaie de s'arranger pour que ces personnes puissent rencontrer, enfin déjà sécuriser leur maison, mais bon là aussi ils sont vite pris au dépourvu. Quand vous voyez l'eau monter au sous-sol ou au rez-de-chaussée de votre habitation, bon voilà, on est tous pareils, on voit l'eau passer. C'est malheureusement. Après bon voilà, on s'arrange au niveau des congés pour que la personne puisse rencontrer les experts, assurances pour que tout ça rentre dans l'ordre assez rapidement. Donc il y a effectivement une organisation aussi à trouver aussi dans ces situations d'urgence. Oui, voilà, faut être aussi compatissant. Faut comprendre aussi que le collègue impacté doit vivre une épreuve personnelle qui est loin d'être neutre. Quand vous perdez une partie de votre habitation, de vos biens personnels, bon voilà, vous êtes accablé, donc je pense qu'il faut compatir à la situation et puis faciliter le collègue à ce qu'il puisse faire toutes ces démarches d'assurance ou autre en lien avec son travail. Alors là, vous nous avez parlé effectivement de toute la phase d'urgence quand les inondations arrivent. Après, il y a une phase plus d'analyse et d'expertise pour voir comment vous allez mener les différents travaux à venir ou ce que vous allez mettre en place. On va dire que ça se fait en un second temps. Oui, Est-ce que vous pouvez nous emmener justement voir un petit peu comment vous repérez les dégâts et comment vous procédez sur le terrain ? Oui, vous avez un endroit où vous pouvez nous emmener? Tout à fait. Je vais vous emmener sur la rocade de Saut-Omer, la RD 942, au niveau de l'échangeur numéro 2, dit donc Venvea, où on a vécu durant 2 jours, l'inondation de la rocade, avec une fermeture de la rocade dans les 2 sens de circulation durant ces 2 journées. Alors, où est-ce qu'on se trouve là du coup ? Alors actuellement, nous sommes sur la RD 210, dite voie nouvelle de la vallée de l'Aa. Donc son nom porte bien puisque c'est une route départementale qui est traversée par la Haute et Basse Meldic. En fait, il faut savoir que dans la traversée de Blandec, vous avez la rivière de l'Aa qui, au niveau du moulin de Blandec, se divise en la Haute et la Basse Meldic. Et c'est justement le fait que lors de la crue de janvier, la Basse Meldic était à un niveau très très élevé, que la rocade, la 2 fois 2 voies, la RD 942, s'est retrouvée inondée. Et donc là, par exemple, là où on est, c'était pas mal inondé ou comment ça se passait ? Ici, il faut savoir que c'était plein d'eau. Donc vous avez la rocade devant nous. Il faut savoir qu'en partie centrale, donc au niveau du terre-plein central, vous avez un aquadrain qui permet de recueillir les eaux pluviales. Oui. Cet aquadrain passe ensuite dans une canalisation qui traverse les 2 voies de circulation et qui se rejette dans un fossé qui longe la voie de circulation opposée. Okay. Et ce fossé vient longer ensuite la RD 210, passer ensuite sous cette même RD pour rejoindre la Basse Meldic. D'accord. Et forcément, quand la Basse Meldic est en charge, tout remonte, il n'y a plus rien qui s'évacue. Et du coup, directement, vous avez dû la fermer ? Donc dans un premier temps, il y a d'abord eu qu'un simple alternat de circulation bahut voilante dans un sens de circulation. On a été contraint très rapidement, mais je veux dire ça s'est fait en une heure ou 2 de temps. Le niveau est monté très très vite. Fermeture complète d'un sens de circulation avec mise en place d'une déviation. Et je vais dire quasiment dans la foulée, 2 heures à nouveau après, on a dû fermer toute la rocade dans les 2 sens de circulation parce qu'on s'est retrouvé au final avec quasiment 1 mètre d'eau. Toute la GBA a été recouverte, quasiment 1 mètre d'eau au point le plus bas de la rocade. Comment réagissent les usagers justement aux fermetures ? Comment vous gérez cette relation à l'usager qui est forcément du coup un peu en stress, qui retrouve plus ses repères habituels en fait. Comment vous gérez ça du coup ? Alors ça s'est fait en lien avec les médias essentiellement, la radio essentiellement
Voilà, le message est régulièrement passé que... parce qu'en fait, il n'y avait pas que la rocade qui s'est retrouvée barrée. Hein. On a eu un certain nombre de communes sur le secteur de Blandec. Alors je pense en l'occurrence les communes de Vizerne, Blandec, Arques, où tous les différents centres-villes ont été bloqués à la circulation. D'où l'importance de la concertation avec toutes les collectivités locales en fait. Tout à fait. Tout à fait. Bon, vous aviez des points réguliers, comment ça se passait en fait justement pour faire, comment ça se passe dans ces cas d'urgence pour mettre en place toutes ces restrictions, ces travaux, comment ça s'organise? Ma collègue URM participait, faisait remonter les informations au niveau du COD à Arras. Il y a une cellule de crise qui a été mise en place pendant toute la durée de ces deux périodes d'inondation. Et il y avait une remontée permanente d'informations au niveau du COD, au niveau de notre bureau d'exploitation, qui tenait en permanence à jour la carte du département avec les difficultés, les routes barrées. Voilà, vous pouvez communiquer après sur les routes qui étaient voilà, tout à fait, exactement. L'information un peu en temps réel tout à fait, parce que à l'usager. Voilà, je pense qu'au COD participaient tous les gens, toutes les forces de l'ordre. Tout le monde était, tout le monde se concertait pour avoir une information assez en temps réel. Ok, alors là, donc on est arrivé où là? Nous sommes face à la 2x2 voies, dans le sens Saint-Omer-Arques. L'eau est d'abord montée sur la bande d'arrêt d'urgence de ce côté-ci. Oui. D'ailleurs, vous voyez la sortie de la canalisation au niveau du talutu, là, devant nous. Oui, d'accord, ok. Donc, il faut savoir que ce fossé-là était déjà totalement en charge. Ouais. Tout le délaissé sur lequel nous sommes, voilà, était déjà noyé. D'accord. Donc, ce qui fait que l'eau pluviale qui arrivait encore de la rocade ne pouvait plus s'écouler, ou très difficilement. Ouais. Parce qu'il faut savoir que ce fossé passe sous l'ouvrage et longe à 210 pour ensuite arriver là où on est. Voilà, tout à fait, exactement. Donc comme ce fossé-là s'est coulé très très mal ou plus du tout, par conséquent, par ricochet, l'eau est remontée tout doucement sur les voies de circulation de la rocade. D'abord dans le sens Saint-Omer-Arques et ensuite dans l'autre sens. Okay. Et il faut imaginer, il faut quand même bien se représenter, quand on voit la hauteur de la GBA ici qui est normée à combien, 80 cm là, il faut imaginer que tout ça c'était noyé. Noyé, d'accord. Okay. C'est impressionnant. Et donc là vous êtes obligé d'attendre en fait que l'eau se recule pour pouvoir agir. On n'a pas le choix, tout à fait. Et là il a fallu attendre 48 heures pour que l'eau se dégage totalement. Alors ça ne veut pas dire qu'une fois que l'eau est retirée, on peut réouvrir. Non, parce qu'il faut imaginer que derrière, l'eau a chargé de la boue, branchage, tout un certain nombre de détritus. Et il a fallu nettoyer la chaussée derrière. Donc on a facilement passé une demi-journée à nettoyer les 200 mètres qui ont été impactés par... C'est être praticable en fait. Voilà, tout à fait. C'était une espèce de boue grasse, vous savez, une boue noire grasse, comme vous pouvez le voir actuellement dans le fossé. Okay. Voilà, c'était vraiment impraticable. Il a fallu nettoyer le tout. Et la deuxième étape après, du coup, pour essayer d'améliorer les conditions d'évacuation, on va dire? Alors maintenant que tout rentre tout doucement dans l'ordre, l'idée c'est que la végétation que vous voyez qui a poussé un petit peu de manière diffuse, sauvage, tout ça on va le retirer. Enfin, on va retirer ce qui va être juste nécessaire au curage du fossé. L'idée c'est de curer donc tout le linéaire de fossé qu'on vient de parcourir ensemble à l'instant pour que tout l'écoulement hydraulique soit bien rétabli de la rocade, de la canalisation que l'on voit là, de cette canalisation jusqu'à l'exutoire qui se trouve là derrière au niveau de la basse Meldic. D'accord. Donc il y a à peu près à peu près 300 mètres de fossé à entretenir, faire un entretien vert dans un premier temps et curer ensuite. Ouais, tout à fait. Ça faut compter combien de temps en général de travaux pour là on est bien parti pour un mois de chantier. Un mois de chantier. Pour cette partie-là. Que c'est pour cette partie-là, ouais, tout à fait. Et vous avez identifié du coup sur votre secteur combien de types de chantiers, de chantiers de ce type, à devoir faire? Alors, ouais, tout à fait. Alors, il y a un certain nombre de secteurs qui ont donc qui ont été impactés avec des fossés à curer, et ça touche tous les bassins, comme on dit tout à l'heure, le bassin de la M et de la Lys. Donc pour là, moi, ça sera essentiellement ici sur la rocade et sur la commune de Longness aussi qui a été impactée sur la RD 208.
On aura pour la partie de la rivière de la M sur le secteur de Nordosk-Zouavsk, où là aussi il y a un travail assez conséquent de curage de fossés à réaliser. Sur la Lys, alors je suis moins impacté parce que c'est plus vraiment mon secteur, mais je sais que mon collègue M. Tiermarch aura du travail aussi en curage de fossés à réaliser. Alors c'est pas les seuls dégâts malheureusement recensés. On a aussi des effondrements de talus. Moi en l'occurrence j'en ai vécu 2 sur la RD 210 à Zudosk et sur la RD 943 à Nordlolinghem. Donc voilà là. Il nécessite quoi comme travaux du coup ? Alors là ça va être donc retrait des terres qui sont donc effondrées et on va conforter le talus par pose d'enrochement. Ok. Et est-ce que vous avez aussi dans votre secteur repéré des effondrements de routes, enfin ce qu'on appelle ouvrage d'art, ou d'autres choses à reconstruire aussi Sur le secteur, oui, j'ai un ouvrage où les remblais se sont affaissés, donc on va devoir lancer des investigations géotechniques pour comprendre pourquoi les remblais se sont affaissés. Après, j'ai un autre ouvrage où les trottoirs se sont affaissés. Je pense que l'eau a dû arriver au-dessus de l'ouvrage et malheureusement envahir les trottoirs et les fragiliser. Donc oui, j'ai un ouvrage où il faudra reprendre complètement la partie trottoir. Mais du coup, comment vous intégrez ça du coup ? Parce que dans une année, vous avez un budget, vous établissez un certain nombre de travaux qui sont au-delà de ce type d'événement climatique. Comment on intègre du coup ce type d'événement maintenant aussi dans votre travail du quotidien ? Actuellement, on est en phase de recensement de tous ces désordres et de chiffrage pour ensuite mener dans les semaines et certainement les mois à venir et peut-être années, parce qu'on ne pourra pas tout faire cette année, je pense pas, vu l'ampleur de la tâche, pour mener à bien tous ces travaux. Est-ce que vous pensez qu'il faut intégrer de plus en plus ces phénomènes climatiques dans votre quotidien de travail ? Je veux dire, est-ce que vous voyez, vous, une évolution quand même depuis ces dernières années ? Oui. Alors on a vécu 2 périodes d'inondation donc conséquentes, mais on se rend compte qu'on a des phénomènes climatiques de plus en plus violents et de plus en plus réguliers, que ce soit des coups de vent, que ce soit des orages importants avec des pluies diluviennes, des averses de grêle inattendues localisées, des averses de neige encore la semaine dernière. Après cette inondation, on a vécu une période de froid durant cette dizaine de jours. On est passé quasiment de températures printanières à des températures quasiment polaires, à des moins 14 encore jeudi dernier. Donc voilà, il faut s'attendre à un climat avec des variations de température très brutales, avec des phénomènes climatiques qui vont être très violents. Je l'espère pas, mais je pense que ce type de phénomène, on risque encore de le revivre dans le temps à venir, avec le dérèglement climatique, je pense. Faire échanger à la marge aussi certains des métiers, en fait, de la voirie aussi, ou pas ? Oui, certainement. Je pense qu'on sera peut-être obligé de s'adapter à ce qu'on sera susceptible de vivre, c'est faire ça, je pense. Une dernière question, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous, personnellement, professionnellement, dans ces inondations, en fait, dans ces deux grosses phases d'inondation, en fait ? Pour avoir été beaucoup sur le terrain, pour avoir vécu la montée des eaux sur les différentes routes départementales qui ont impacté les centres-villes, donc beaucoup d'habitations, beaucoup de commerces, de tout cœur avec tous ces habitants, ces gens qui ont perdu tous leurs biens personnels et pour beaucoup aussi leur outil de travail. Merci pour votre témoignage en tout cas. Je vous en prie, bonne journée à vous. Bonne journée. 62 Pulsations, un podcast du département du Pas-de-Calais. Abonnez-vous pour découvrir ceux qui font battre le cœur du 62.